Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. – 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Alors, il y a un autre meurtre qui a été commis hier soir à Montréal. Cette fois, c'est un rappeur assez connu dans le milieu, 27 ans, lié aux gangs de rue, qui a été tué de plusieurs projectiles dans le quartier Huntsic, Cartierville. On va écouter, Sophie, un extrait d'un de ses vidéoclips. Auditeurs, téléspectateurs, prêtez attention aux mots. Si tu fais l'imbécile, oui, tu comprendras. Je m'en fous des couleurs, mais mon cœur restera bleu. J'ai toujours mon shot dans ma sacoche pour les envieux. Et repose l'âme de mes frères qui sont aux cieux. Et je m'en fous de foutre une balle, cela prendra entre les deux yeux. Ouais, alors, Sophie, c'est quand même des Je m'en propos fous de violents. te foutre une balle. Il y avait des liens avec le gang de rue d'Allégeance Bleue. Oui, c'est ça. Puis il en parle clairement dans ses chansons. Alors, quand j'ai appris qu'un rappeur était décédé dans ces circonstances-là, je me suis dit, bon, comment ça se fait que ce rappeur-là, je ne le connais pas. Après tout, je suis chroniqueuse culturelle. Donc, j'ai regardé sur Internet ses 5 vidéos les plus populaires et j'ai analysé les paroles. Alors là, on vient de l'entendre dire se prendre une balle entre les yeux. Dans sa chanson Addict, donc addict, accro à la drogue. Il y a un vidéoclip qui accompagne cette chanson-là. J'ai compté, Julie, 26 coups de feu dans la vidéo, dans une vidéo de 3 minutes 30. Ça donne quand même une bonne idée de l'amour et de la bienveillance qui règne dans l'univers de Monsieur Dirty S. Alors, les paroles, ça donne... J'ai pris des exemples dans différentes chansons. Malheureusement, mes mauvaises habitudes sont devenues mon mode de vie. Ils font comme si qu'ils sont contents pour moi, mais sont remplis de jalousie. Quand même, il est capable de faire rimer jalousie et mode de vie. C'est absolument... c'est beau, c'est de la belle poésie. À propos de son fusil, il dit « Je le garde sur moi comme si c'était légal. Action-réaction, t'es devenu victime, c'est fatal. Quand tu fais le crime, il faut que t'assumes. Quand il y a un problème, on vise le chest. » Toutes les paroles de ces chansons parlent de criminalité, de deal de drogue, des vilains policiers, de séjours en prison. Et je trouve ça très important de parler du rôle de la femme dans les vidéos. Ouais. Les femmes sont là, on le voit ici, c'est essentiellement 2 attributs physiques, je te laisse deviner lesquels qui sont mis en valeur chez la femme. Ouais. C'est vraiment une glorification des armes, une glorification de la drogue, une glorification, là on vient de le voir, regarde là, les montres en diamant, il y a tout le temps autour du cou un collier en diamant, il mange du homard toujours dans sa cuisine, et c'est une glorification de ce mode de vie-là. Ouais. Et moi, ça m'inquiète pour les jeunes qui écoutent ce rap-là. On glorifie un mode de vie criminel, finalement. Mais pourquoi? Parce que c'est souvent comme ça. Aux États-Unis, on le voit aussi, Sophie. Pourquoi c'est très glorifié de venir d'un milieu criminel, même lorsqu'un rappeur devient rappeur, mais que son enfance n'a pas été si difficile que ça et qu'il est né dans un milieu peut-être mieux nanti que d'autres, on le dénigre. Oui, tout à fait. C'est comme si, pour être un bon rappeur, il faut que tu sois un bad rapper. Il faut que tu sois un vilain. Il faut que tu sois un voyou. Il faut que tu sois un criminel. Ça fait comme partie de l'ADN de ce type de musique-là. Et c'est quand même assez particulier parce que pendant que je te parle, on voit donc des images de sa vidéo pour la chanson Addict. Et dans le scénario de cette chanson-là, il tire sur quelqu'un, mais se fait tirer dessus. Et il est blessé, puis sa blonde essaye de le soigner tout le long de la vidéo. Alors, d'écouter ça au lendemain de sa mort, de quelqu'un qui, dans ses chansons, parle constamment de la mort. Écoute, il y a une chanson dans laquelle il dit, à un moment donné, ce rappeur, il dit, il y a plein de monde qui veulent ma mort, mais juste Dieu peut m'arrêter. Il y a plein de victimes sur la liste, j'ai même pas besoin de les nommer. J'ai plein de tensions dans la rue, donc la gâchette, j'appuie. On a l'impression que c'est comme s'il s'attendait un jour ou l'autre à se faire tirer dessus et qu'il en parlait et qu'il banalisait ça et qu'il minimisait ça, même d'une certaine façon, dans ses chansons. C'est vraiment très, très dérangeant d'écouter ces chansons-là au lendemain de la mort de cet homme qui se faisait appeler Dirty S. Oui, Jean Vilsaint, effectivement.
Oui. Sophie, on s'en est parlé hier avec le Festival de Cannes, le mouvement MeToo. On a beaucoup entendu parler des femmes victimes de violences sexuelles qui dénonçaient haut et fort leurs agresseurs ou présumés agresseurs. On a très peu parlé des hommes. Et pourtant, il y a de nouvelles données où on apprend qu'entre 10 et 20 des hommes auraient vécu une agression sexuelle au cours de leur vie. Ça, c'est au Québec. Et on estime que ce serait beaucoup plus élevé parce qu'ils dénoncent beaucoup moins. Pourquoi les hommes dénoncent moins, Sophie? Ben parce qu'il y a un double tabou. On le sait que de façon générale, dénoncer une agression sexuelle, prendre le risque d'aller soit à la police, soit d'en parler publiquement, ben c'est encore tabou. Mais pour les hommes, c'est encore pire parce que, malheureusement, à cause de la socialisation masculine, c'est comme admettre une faiblesse. Puis on se dit dans notre tête, ben un gars, ça pleure pas, un gars, ça peut pas se faire agresser parce que à cause de leur force physique, comment ça se fait qu'un gars s'est fait agresser? Donc c'est dommage parce qu'à cause de ce double tabou, il y a énormément d'hommes qui ont pourtant eu des agressions sexuelles et qui n'en parlent pas. Quand on a eu les débuts du mouvement MeToo, je me souviens fort bien, Julie, j'en parlais régulièrement des gars. Je disais, attention, c'est pas vrai que le mouvement MeToo, c'est juste les femmes. Il y a plein d'hommes qui le dénoncent, mais on les écarte un peu du revers de la main et c'est dommage. Et pour ça que c'est important, ce chiffre qu'on apprend aujourd'hui, 10 à 20% des hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Moi, je regarde juste autour de moi, de collègues, d'anciens collègues, des amis à moi. J'ai juste à faire le compte et déjà, je connais un ami à moi qui a déjà été agressé par un curé, un prêtre catholique, et un ami à moi qui a été agressé sexuellement très jeune par sa gardienne. Et ça, on en parle encore moins. C'est-à-dire que des gens qui ont été agressés, des hommes agressés par un homme, on n'en parle pas beaucoup, mais des hommes agressés par des femmes, ça, c'est un triple tabou. Julie. Et c'est important d'en parler. Et dans le texte, le rapport donc de ce regroupement qui vient en aide aux hommes victimes d'agressions sexuelles, on parle du manque de ressources. Et c'est à chaque fois, c'est la même chose. Quand on parle, par exemple, d'hommes victimes de violences, puis qu'on dit qu'il faut qu'ils aient plus de sous, on se fait dire, oui, mais les femmes aussi ont besoin de sous. Donc, on veut pas... L'idée, c'est pas de déshabiller Jacques pour habiller Paul. On veut pas enlever du financement aux groupes qui viennent en aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles. On demande juste de reconnaître la détresse qui est réelle des hommes qui ont été agressés et qui ont besoin, eux aussi, d'avoir des ressources, d'avoir des regroupements, d'avoir même des maisons où ils peuvent aller. Donc, c'est extrêmement important, ces chiffres-là. Mais parlez-en autour de vous, vous allez voir. Il y en a. On a juste à mettre les entraîneurs sportifs, le mouvement scout aussi, qui a fait beaucoup, beaucoup de victimes chez les hommes victimes d'agressions sexuelles. Et dans le milieu du sport, je pense que c'est dans l'envers de la médaille, cette série docu. Tu as tout à fait raison. Oui, animée par Jean-Luc Brassard. Donc, dans la société, on voit qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui auraient subi une agression sexuelle, mais dans le milieu du sport, Sophie, c'est 50-50. Alors, les jeunes garçons ont autant de risques, effectivement, de subir des violences sexuelles dans le milieu du sport qu'on a tendance à vanter en se disant c'est donc bon, le sport pour la santé de nos enfants, mais il faut vraiment être vigilant comme parents. On a appris que Luc Dionne revenait dans le Giro. On est très, très heureux de ça. Il va écrire, ou c'est en train de se faire, parce que le tournage va commencer à la fin de l'été, une série, L'Appel, qui va revenir sur le deuxième procès de Maurice Momboucher. Le premier, il avait été reconnu non coupable. Le deuxième, ça avait été piloté par nul autre que la procureure France Charbonneau. C'est Julie Perrault qui va réaliser. Elle va nous vanter, on va l'écouter ensemble. Elle était en entrevue avec Mario Dumont plus tôt. Les talents de Magali Lépine-Blondeau, qui, elle, va interpréter France Charbonneau. J'ai tourné dans ma tête plusieurs options. Je revenais toujours à Magali parce que France, elle a cette détermination-là, ce courage, la force de caractère, la peur, c'est pas quelque chose qui faisait partie de son vocabulaire. Donc, j'avais besoin d'une actrice qui était solide, qui avait l'éloquence, qui avait la prestance. Puis, c'est intéressant aussi d'avoir une actrice de ce calibre-là pour décortiquer le personnage, pour le mettre en place, pour avoir toutes les nuances. C'est vraiment un rôle de précision aussi. Magali est vraiment capable de faire ça. Ça promet, Sophie, hein?
Ah ben ça promet parce que en plus Luc Dionne et Magali Lépine-Blondeau, ben on pense évidemment au personnage de Nadine dans District 31, mais Luc Dionne, moi je suis très contente parce que je l'ai eu en entrevue hier, il me racontait qu'au début quelqu'un l'avait approché en disant tu devrais écrire une série sur Maurice Boucher. Moi je refuse de l'appeler Mom parce que c'est un petit surnom amical, puis moi je suis pas vraiment amie avec les gens, les motards là, même s'il y a un personnage qui s'appelle Godasse dans la série, mais donc Luc Dionne disait il a refusé d'écrire une série dont le personnage principal aurait été Maurice Boucher, mais quand il y a réfléchi puis qu'il a eu l'idée de le faire sur France Charbonneau, c'est là que tout s'est mis en place. Et c'est vrai, quel personnage extraordinaire que France Charbonneau, qui a par la suite évidemment présidé la commission qui a porté son nom. Mais moi, je la croise des fois, France Charbonneau, et à chaque fois, je suis frappée par la détermination calme. C'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, France Charbonneau. Et je trouve ça formidable que, alors qu'on aurait pu avoir une série sur un homme criminel, tu sais, comme dans Les Sopranos ou comme dans n'importe quel film de mafia comme Le Parrain, on a dit non. C'est pas le gars criminel qu'on met de l'avant. C'est la femme qui chasse les criminels, qui les met, qui va réussir à le coincer puis à le faire déclarer coupable. J'adore ça. Et je trouve que c'est un symptôme aussi de là où on est rendu comme société. Les gars, là, les criminels, ils ont eu leur heure de gloire dans les séries puis dans les films. Là, c'est le temps. Les femmes au pouvoir, puis les femmes fortes, puis les femmes de caractère. J'adore ça. J'ai très hâte de voir ça. Alors, ça va être diffusé sur Club Illico. Tournage fin de l'été, diffusion, ça risque d'être en 2025. On a très, très hâte de voir ça. Ce seront 6 épisodes. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin d'après-midi à toi. Merci, à demain. Salut, à demain.